à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan lecture du mois d'octobre et j'ai énormément de livres à vous présenter. J'ai lu 12 livres et un extrait de voilà, les 8 premiers chapitres d'un roman qui sort au mois de novembre. Donc voilà, on va dire 12 livres en entier. Et il y avait 2 relectures et voilà, je vais vous parler de tous ces livres en essayant d'être concise parce que 12 livres, ça ne m'était pas arrivé depuis le mois de juin, ou probablement de mai d'ailleurs, depuis le mois de mai ou de juin. Donc je suis hyper contente. Le mois d'octobre a été un super bon mois de lecture et ça a été aussi un super bon mois tout court. Et donc je me pose la question, je me demande si le fait de lire beaucoup a influé sur mon moral ou si mon moral a influé sur le fait d'avoir envie de lire. Voilà, c'est une question que je me pose. Quelqu'un peut y répondre s'il vous plaît. Mais voilà, donc sans plus attendre, on va commencer ce petit update lecture, ce petit bilan du mois. J'ai commencé le mois en lisant Le Roi des Fauves de Aurélie Wellenstein. Je l'avais demandé par la poste à mes parents pour le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il rentrait dans la catégorie où il y avait de la bestialité, je crois. Et donc bien sûr, il rentre évidemment énormément dans cette catégorie. Et Le Roi des Fauves, c'est l'histoire de Ivar, Kaya et Oswald. Oui, je l'ai lu le 1er octobre, je crois, donc ça fait 30 jours, hein. J'ai déjà oublié le nom des personnages. Donc on a ces 3 personnages qui sont amis et ils sont en train de braconner sur les terres d'un seigneur. Ils se font choper par le seigneur. Ils le blessent très gravement en essayant de s'enfuir. Et donc ils vont être punis en devenant des berserkir. Ouais, ok, la fille ne sait pas comment prononcer aucun des mots qu'il y avait dans ce livre. Mais voilà, les berserkir. Et je pense que c'est de la mythologie. J'ai l'impression que c'est de la mythologie d'Europe de l'Est ou alors de l'Europe du Nord. Je ne sais point. Voilà, c'est de la mythologie. Je sais que ça existe pour de vrai, voilà, qu'elle n'a pas inventé ce terme et que voilà, c'est un concept qui existe déjà. Et donc ces berserkir, ce sont des humains qui se transforment en animaux. Les animaux. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Ces personnes se transforment en animaux. Je peux pas le dire. Et je me marre toute seule. Les personnages deviennent des animaux. Ils sont soumis à un maître, ce qui est souvent, voilà, c'est un noble. Et voilà quoi, ils perdent toute leur humanité et ils sont torturés plus ou moins. Et bah voilà, enfin leur vie est finie quoi, leur vie humaine. Et c'était chelou. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Non, en vrai j'ai bien aimé, j'ai mis 4 sur 5. J'ai préféré le duo oiseau. Mais le Roi des Fauves était vraiment pas mal. Ce fameux Roi des Fauves doit les aider à ne pas se transformer en monstres et à garder leur humanité. Et en fait, c'était hyper intéressant. La manière, enfin, c'était pas cliché dans le sens où c'est pas les 3 héros vaillants, courageux, etc. qui vont se battre pour garder leur humanité, qui sont sans peur et sans reproche. On avait des personnages plus complexes et on avait des aspects différents en fait et des chemins différents qu'on pouvait prendre quand on est dans une situation de sous pression, on va dire. Et en plus c'est des personnes assez jeunes, donc on peut dire que c'était un peu leur passage de l'adolescence à l'âge adulte, vraiment le moment où ils sont devenus des adultes, c'est ce moment qui les définit un peu. Et on a ce genre de rite de passage où il y a des gens qui s'effondrent complètement, il y a des gens qui vont choisir la colère, et il y a il y a des gens qui vont choisir d'essayer de rester dans ce qui est bien, etc. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait plusieurs types de personnes dans ce livre et que les gens ne sont pas forcément jugés. C'est pas parce que tu choisis la colère quand quelque chose de traumatisant t'est arrivé que t'es une mauvaise personne. C'est pas parce que tu es incapable de survivre à un trauma que tu es une personne faible ou quoi que ce soit. Des fois le trauma est juste trop gros en fait. Il y a certains personnages qui vont jusqu'à la fin, d'autres non, et ceux qui partent au début ou au milieu, je suis pas sûre qu'ils aient perdu grand chose, vous voyez, vraiment, parce que l'univers de Aurélie Wellenstein est toujours assez sombre, chelou et malsain.
Et donc en fait je suis pas sûre que c'était le bon deal de continuer de survivre en fait à travers cette épreuve, parce que franchement à la fin c'est pas... Voilà, on n'a pas de happy ending, et c'est ce que j'aime aussi dans ce que Aurélie Wellenstein écrit. Il y a toujours un rapport avec la bestialité, il y a toujours une espèce de rapport avec un rite de passage, et c'est énormément violent. Le dieu oiseau est plus violent, il y a quand même du cannibalisme, ce genre de choses. Lui est quand même assez violent. De toute façon, les livres d'Aurélie Wellenstein, selon moi, laissent une espèce de goût bittersweet, doux amer. Ça se dit bittersweet? Oui, doux amer. Voilà, dans la bouche après avoir fini de lire ces bouquins. Et donc les premiers jours, je savais pas trop ce que j'en pensais en fait. J'étais là genre, je sais pas, est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai compris de quoi ça parlait? Et ce genre de choses, et je suis là comme ça. Bon, du coup j'ai dû réfléchir parce que sinon j'étais un peu perdue. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder. Et je vais pas y aller par quatre chemins parce que voilà, j'ai détesté ce livre, hein. Il faut être sérieux 30 secondes. Voilà, j'ai pas d'attachement à la série parce que je l'ai pas regardée quand j'étais petite ou ce genre de choses. J'ai dû voir 1 ou 2 épisodes, je ne m'en souviens absolument pas. Je l'avais jamais lu dans mon enfance, donc j'ai pas la nostalgie de l'enfance. J'ai rien du tout en fait. Il y a moi en tant qu'adulte, informée plus ou moins, qui arrive et qui lit ce truc. Déjà le style était vraiment chiant, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'était juste et là, pas est en train de faire ça. Pas coupe une rondelle de bois et pas le met sur la maison, mais que des trucs comme ça en fait. La description, j'étais là genre, je butais sur les phrases et je me suis dit, c'était long, c'était très très long. Et effectivement le problème que j'ai eu, l'énorme problème, c'est la représentation des Amérindiens, natifs américains, voilà, dans ce bouquin, parce que on a plein de racisme, et puis voilà, ces pauvres personnes qui étaient en train de se faire génocider, oppresser, tout ce que vous voulez. Et on a Laura Ingalls Wilder qui est là, genre... je te jure. Et son père qui lui dit... Et quand même Laura qui se pose des questions, quoi. Qui se dit, bah en fait, on est arrivé, mais du coup, on leur prend leur terre. Et son père, ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, quand il y a des hommes blancs qui arrivent sur une terre, bah ils la prennent, quoi. Et moi, je suis là, genre... Et entre guillemets, c'était intéressant dans le sens où les adultes, j'ai envie de les frapper. Il y a quand même un de leurs voisins qui du coup est un colon qui construit sa maison comme ça, il n'a pas forcément le droit, hein. Et puis il le construit sur les terres sacrées des fois des Amérindiens, mais de toute façon ils s'en battent les steaks. Ils se sont pas renseignés avant de construire leur maison, et du coup ils sont construits à genre 2 pas d'un sentier que les Amérindiens empruntent depuis des milliers d'années. Et du coup genre ils les voient arriver, ils sont là genre, oh, mais pourquoi ils passent par là? Bah parce que c'est votre maison qui a un peu le problème en fait. Bref, je suis énervée de toute façon, ce livre m'énerve, m'a énervé, tout le principe autour m'énerve en fait. Mais du coup, leur voisin quand même dit le bon, et du coup ils les appellent les Indiens bien sûr, ou les barbariens. Le bon Indien, un bon Indien c'est un Indien mort, et là je suis là genre... Et donc on a vu ça en cours de littérature pour enfants, pour savoir est-ce qu'on l'enseignerait ou pas en cours, est-ce qu'il faudrait le donner aux enfants, sachant que on a parlé de ça parce que en contexte il y avait des gosses qui se sont mis à dire à une petite amérindienne hey, les Indiens, les meilleurs Indiens c'est ceux qui sont morts. Et toi t'es là genre merci les gars. Voilà, et la petite est rentrée chez elle en pleurant et ce genre de choses, était là, bah oui. Et donc la mère est allée voir l'institutrice à l'école en mode, bah il y a peut-être un problème, vous pourriez peut-être leur en parler, qu'il faut pas dire ce genre de choses. Et l'institutrice était trop fan de La petite maison dans la prairie, et elle était là genre, je vois pas le problème, et toi t'es fuck you. Bref, voilà, j'ai détesté, hein, je crache pas dessus. Si officiellement, bien sûr, vous me voyez cracher dessus, je peux comprendre en quoi c'est intéressant en fait. Et si on contextualise, oui, c'est intéressant, c'est historique. Et du coup, c'est hyper intéressant de savoir comment ils se sont installés sur ces terres et tout. Après, moi, ça me rend folle, donc je lirai pas la suite. Logique. Jamais je lis la suite, jamais les gars, jamais. Je vais passer hyper vite sur celui-ci puisque c'est Wayward Son de Rainbow Rowell. Et c'est la suite de Carry On, qui est un de mes livres préférés. Et j'ai fait toute une vidéo review sur Wayward Son, donc je ne vous dis même pas ce que j'en ai pensé. Et je vous laisse aller voir dans la barre d'infos et aller voir la review. Voilà, parce qu'on n'a pas de temps à perdre.
On n'a pas le temps de niaiser. Ensuite, j'étais en vacances et j'ai écouté les 2 livres audio en anglais les 2 premiers tomes de La Passe Miroir. Du coup, en anglais, c'est A Winter's Promise et The Missing of Claire de Lune de Christelle Davos. Toujours, bien sûr, c'est quand même la même autrice, même si c'est en anglais. Alors c'était extrêmement étrange de lire ces bouquins en anglais, enfin de les écouter en anglais du coup, vraiment. C'était étrange, mais j'ai bien aimé l'expérience. Et alors le livre audio était hyper intéressant parce que la voix de Ophélie était tellement chiante. Elle avait une voix de Mr. Thorne, are you sure you wanna do this? Comme ça, et moi j'étais là genre... Mais c'est quoi cette voix? Mais la voix change un peu au fur et à mesure quand même, mais c'est vrai que le fait... Enfin, moi je l'imaginais parler normalement dans ma tête et... Bah non, on dit qu'elle est, enfin qu'on l'entend très peu, qu'elle balbutie, voilà. Mais moi quand je l'entends sans problème. Quand je lis en fait sa voix, je l'entends clairement comme elle est écrite. Mais là c'était intéressant d'avoir le livre audio et d'entendre leur vraie voix, entre guillemets. Et du coup c'était trop bien l'expérience du livre audio parce que ça m'a vraiment remise mais à fond dans La Passe Miroir. Et j'ai adoré, j'avais qu'une hâte, à chaque fois que j'arrêtais mon livre audio c'était de le reprendre. Chaque livre audio était genre, le premier était 14h, le deuxième 16h, donc c'est... Voilà, c'est assez énorme, mais je les ai lus, enfin je les ai écoutés pendant ma semaine de vacances en fait. Et je me baladais dans les rues et tout, je faisais mes trajets avec le livre audio et j'étais juste trop contente. Et maintenant il faut que je lise le tome 3 au mois de novembre pour ensuite lire le tome 4. Ensuite, pour les cours, j'ai lu On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Il a écrit de la poésie, mais c'était son premier roman. Et c'est un roman un peu plus ou moins autobiographique. C'est lui qui écrit une lettre à sa mère pour lui expliquer comment il a vécu son enfance et surtout pour lui avouer des trucs qu'elle ne lira jamais, qu'elle ne peut pas comprendre puisque sa mère ne sait ni lire ni écrire, ce qui n'est pas si bizarre pour une femme qui habitait au Vietnam dans les années 60, qui est née au Vietnam dans les années 60, 50 peut-être. Il va lui parler de son métier, il va lui parler de son orientation sexuelle puisqu'il est gay. Pourquoi gay? Je ne sais pas, il est gay. Et donc c'est aussi tout un rappel de ses premières années de vie, la première fois qu'il est tombé amoureux d'un garçon, voilà son premier amour. Et c'était hyper poétique parce que forcément de base il est poète, donc il y avait des figures de style extrêmement poétiques. J'ai bien aimé jusqu'aux 3/4 et ensuite je me suis forcée pour le finir puisque en fait le lendemain je devais en parler en cours et donc je me suis forcée, j'aurais pas dû parce que j'ai pas apprécié le dernier quart du livre parce que je me forçais et parce que j'étais pas dans le mood et je me suis forcée puisque c'était une lecture obligatoire. Mais si je me base sur les trois quarts de la lecture, les premières centaines de pages, c'était vraiment très intéressant, très très bien écrit, voilà. Et c'était intéressant de savoir comment il naviguait son orientation sexuelle avec des choses comme des traumas d'enfance, avec le fait d'être immigré aux États-Unis. Et voilà, c'était très très intéressant. Je n'ai rien d'autre à dire. Ça m'a pas énormément touchée. J'aurais aimé que ça me touche plus en fait. Et j'étais en train de le lire et je me disais waouh c'est beau, mais en même temps j'étais pas, enfin il y avait une distance, il y avait un mur, une distance qui était là et donc je pense que j'aurais oublié ce bouquin dans 2 ou 3 mois, j'y repenserai plus et c'est dommage parce que c'est bien écrit. Et ensuite j'ai lu mon premier thriller du mois avec Someone We Know de Shari Lapina. Je suis allée revendre mon livre juste avant d'ailleurs de tourner cette vidéo. J'aurais peut-être dû faire le contraire, mais bon vous verrez la couverture ici. C'est l'histoire d'un quartier où il se passe plein de trucs, un quartier d'une petite ville américaine comme on connaît tous et toutes. Il y a un ado qui s'amuse à rentrer dans les maisons de ses voisins. Enfin voilà, il casse pas de vitres ou ce genre de choses parce que les gens aux États-Unis laissent leurs portes ouvertes et des fois les fenêtres ouvertes et voilà, et donc n'importe qui peut rentrer. Voilà, tout est déverrouillé tout le temps, enfin peut-être pas tout le temps, mais grandement. Il va dans les ordis des gens. Puis
puis il envoie, enfin il fait des blagues ou ce genre de choses, il envoie des mails, enfin. Donc ses parents se rendent compte de ça, ils le chopent. Et donc sa mère envoie une lettre en disant bah voilà, je suis désolée, mon fils est rentré dans votre maison, gna gna et tout. Et au même moment, il y a une femme qui a disparu, qui est retrouvée morte, bien sûr, et donc on suspecte directement le mari, parce qu'il est un peu... il est chelou ce mari, hein, puis il a pas l'air d'être en deuil, donc t'es là en mode... bon, gars, mais il est trop content, et on le sent d'ailleurs, il est bizarre, il est froid, il est distant et tout, mais il a pas peur. Alors que nous on se dit, bah en fait c'est lui, enfin il la déteste sa femme, donc c'est lui, toi t'es là genre, et l'autrice elle est là. Bref, on a ces deux histoires qui sont entremêlées, et au début on se dit, je comprends pas l'histoire de ce gamin... qui rentre chez les gens, ouais ok, c'est chelou, ça fait un peu peur, mais bon, ça a quoi à voir avec le meurtre, l'enquête principale. En fait, les choses vont se rejoindre à un moment donné dans l'histoire. Déjà, la résolution, j'étais là genre... J'ai pas compris, si j'ai compris, malheureusement j'ai compris, mais j'étais... Genre pourquoi voilà, donc j'ai pas été convaincue par l'avancée, comment dire... du mystère, de l'intrigue. Après, c'est un bon thriller dans le sens où ça se lit vite, quoi. Enfin, je veux dire, c'est 300 pages ou 350 pages, c'est passé crème, enfin, voilà, quoi. J'avais quand même envie de savoir la suite, mais j'étais pas non plus à fond. Et alors, moi, ce qui m'a posé problème, c'est victim shaming, victim blaming. Donc, quand je lance mes termes en anglais, mais quand on blâme et quand on... Voilà, on veut que la victime ait honte un peu, et qu'on dit que c'est sa faute. Et ce genre de choses, je suis là genre on est en 2019 les gars, il faut arrêter de faire ça. Même dans les livres, hein, parce que je sais que malheureusement c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Voilà, mais si les livres pouvaient ne pas forcément transmettre ce genre de message, ça pourrait être pas mal au bout d'un moment. Mais le truc c'est que c'était un peu genre bon bah voilà, elle a été tuée à coups de marteau quand même, on lui a pété le crâne à coups de marteau. Mais bon, elle l'avait un peu mérité parce qu'elle a passé son temps à flirter avec des gens et toi t'es là genre... Et après le problème avec ce que Shari Lapina du coup elle a écrit, c'est que je l'entendrais tout à fait si c'était l'avis des personnes qui vivent dans cette banlieue, voilà, ça reflète quand même assez ce que les gens pensent, mais pour moi il fallait quand même à un moment une opinion au contraire un peu pour dire en fait réfléchissez, genre parce que là en fait c'était que ça et j'avais l'impression que derrière il y avait personne qui réfléchissait. Après ça doit être aussi au lecteur ou à lectrice de réfléchir à ça, mais c'était saoulant quoi. J'étais là genre what the fuck là, qu'est-ce que tu veux dire, et ça m'a saoulée. J'ai lu Alice au Pays des Merveilles, enfin je l'ai relu pour mon cours de littérature jeunesse et je vais à nouveau pas me faire d'amis, les gens vont être là quoi, mais petite déception quand même, parce que c'était long au bout d'un moment, alors que c'est court, mais au bout d'un moment c'était long parce que répétitif, genre les 7 ou 8 premiers chapitres j'étais bien, j'en lisais un par jour, ça me faisait ma dose de trucs ridicules qui n'ont aucun sens par jour, parce que quand même l'univers d'Alice c'est ça et c'est assumé, enfin voilà, c'est pas l'auteur qui savait pas ce qu'il faisait, hein. Je précise que non, hein. L'auteur savait très bien ce qu'il faisait, c'était fait exprès, mais moi ce truc qui n'a aucun sens, au bout d'un moment je suis là genre j'étais saoulée, je crois que il y a des lectures qui m'ont gravement saoulée ce mois-ci. J'étais là genre, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça... Mais des fois je me dis, mais qu'est-ce que ça m'apporte de lire ça? Et bon, pour 2 des livres quand même, bah, c'était obligatoire, donc c'est pour ça que je les ai lus. Mais du coup, Alice, j'aime bien le début. Les 7 ou 8 premiers chapitres, j'étais bien dedans, et après... Après, j'ai essayé de le lire tout d'un coup, et c'est pas passé. Mais genre, c'est tellement pas passé. À la fin, j'étais là genre... Oh punaise, quand est-ce que c'est fini? Alors qu'il n'y a que 110 pages hein, dans cette édition, donc j'étais... Et le reste c'est Fluid de Looking Glass, donc j'étais là genre... Bref, c'est vraiment pas ma came, franchement. Je vois l'intérêt littéraire, il n'y a pas de souci, hein, mais... C'est pas mon classique préféré, c'est pas mon histoire pour enfants classique préférée. À côté de ça, il y a Peter Pan que franchement j'ai adoré. Et Alice, c'était la 2e fois que je le lisais parce que je l'ai lu quand j'avais 8 ans, j'étais là genre what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit ça a peut-être plus de sens en anglais, je vais le relire en ayant 22 ans. Ça n'a pas plus de sens pour moi.
Et là, un des meilleurs livres de ce mois d'octobre, c'est Gone Girl de Gillian Flynn. Oui, enfin j'ai lu Gone Girl et enfin j'ai adoré Gone Girl. Le titre français c'est Les Apparences. Et c'est l'histoire d'une femme qui disparaît le jour de son 5e anniversaire de mariage. Et c'est bizarre parce qu'en fait, voilà, on a l'impression que ça a été mis en scène, cette disparition. Et donc, et c'est chouette, franchement. On a la moitié du livre où on a le point de vue de... Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais déjà plus. Nick, c'est son prénom, mais elle s'appelle Amy. On a le point de vue d'Amy avec son journal intime, en fait. Et voilà, on a le journal intime qui alterne le point de vue avec Nick, qui, voilà, après sa disparition, en fait, premier jour après sa disparition, deuxième jour après sa disparition, etc. Et ensuite, en plein milieu du livre, il y a un énorme retournement de situation. Et alors là, mais je peux même pas, je veux pas vous le dire, je ne veux pas vous le dire, mais c'est fait d'une main de maître, franchement. Gillian Flynn, j'avais adoré Sharp Objects, et là j'ai adoré Gone Girl, donc j'étais vraiment, enfin je suis vraiment trop contente. Il me reste Dark Places dans ma palle, donc ce sera peut-être lu avant la fin de cette année 2019. Mais Gone Girl, après j'ai vu le film que j'ai trouvé moins bien. Mais j'ai adoré le livre et ça. On m'avait dit tu vas plus avoir foi dans les relations amoureuses. Oui, oui, merci de m'avoir prévenu parce que c'est exactement ça. Parce qu'en fait, fondamentalement, on a ce couple, cet homme et cette femme qui en fait ont fait mine, ont joué à un jeu pendant les premières années de leur rencontre, de leur couple. Et au bout d'un moment, bah tu peux plus jouer en fait, enfin, quand tu te maries et puis que bah ça y est, c'est pour la vie, bah tu fais comment quand ta fausse personnalité t'en as un peu marre? Bah tu fais tomber le masque, et puis qu'est-ce qui se passe après? Bah c'est une très bonne question, et c'est ce qui se passe ici. Et la fin est tellement bizarre, mais tellement bien. Moi j'étais là genre ouais, tellement cool, tellement chelou. Mais voilà, c'est tout à fait ma came, franchement. Trop contente d'avoir lu Gone Girl. Et ça, je crois que c'est mon livre... le meilleur livre du mois d'octobre. Je suis juste trop contente de l'avoir lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah bah tiens, un autre. Le curieux incident du chien pendant la nuit. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français? Je ne sais pas. Anglais, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime de Mark Allen. Alors honnêtement, la première moitié, il faut peut-être que je dise de quoi ça parle. Ça parle de Christopher qui a des problèmes de comportement, c'est ce qu'on nous dit. Et il est aussi hyper fort en maths. Et du coup, ce qui nous fait croire qu'il est sur le spectre de l'autisme et que peut-être il a Asperger. C'est comme ça que le livre a été marketé pendant des années avant que l'auteur, au bout de 5 ou 6 ans que son livre se vendait comme un best-seller, dise au fait, lol, c'est pas Asperger, j'ai jamais fait aucune recherche. Et toi, t'es là genre... Ah d'accord, ok. Et du coup c'est l'histoire de Christopher, il y a un chien qui se fait tuer, mais genre violemment, dans son jardin, avec une fourche quoi, voilà le pauvre chien quoi. Et lui il va vouloir enquêter. Et alors au milieu de ce bouquin, ça va se transformer en bouquin d'aventure. En gros, d'abord, t'as une espèce de roman mystère détective et après, ça se transforme en roman d'aventure et c'est là où j'ai plus du tout accroché, même au niveau de la voix de Christopher et de ce qui se passait. Parce que la première moitié, j'étais vraiment bien dedans et j'aimais bien sa voix qui était distincte, claire et différente. Et après, le problème, c'est qu'on a lu la moitié du bouquin. Enfin, moi, j'ai lu la moitié du bouquin. J'ai bien aimé. Je trouvais ça bien. Ensuite, je l'ai fini, j'étais là, what the fuck, cette fin, enfin, la deuxième moitié. Et ensuite, la prof nous a fait lire des articles pour parler de la représentation des enfants autistes atteints d'Asperger dans ce roman, en disant, bah en fait, ça a été marketé comme ça. Vous avez tous cru que c'était de la représentation autiste. Et non, en fait, parce que l'auteur dit juste que Christopher a des problèmes de comportement. Et quand il a écrit ce livre, il n'a fait aucune recherche scientifique ni rien sur les enfants qui sont autistes. Parce que selon lui, la recherche, trumps the fiction. Comment on dit ça? Enfin, la recherche, en gros, ça va diminuer la fiction, quelque chose comme ça.
Et oh là là, mais gars, n'écris pas sur une communauté que tu ne connais pas et n'écris pas un livre comme ça qui devient, en fait c'est devenu, les gens ont pris ça pour un livre à donner à toutes les personnes qui avaient des enfants autistes, à toutes les personnes pour comprendre l'autisme et toi c'est là genre, mais il est même pas diagnostiqué en fait, donc... Voilà, ça m'a rendue folle en apprenant ça et donc maintenant je suis là genre je sais pas quoi en faire, c'est pas un mauvais livre mais il faut bien contextualiser, il faut pas donner ça à chaque personne en disant tu vas comprendre l'autisme, enfin déjà je trouve ça débile un peu de faire ça mais désolée s'il y a des personnes qui l'ont fait. Mais à culpa, mais vraiment, voilà. Sachant les intentions de l'auteur, c'est un peu stupide parce que même lui, il le donnerait pas à des personnes en leur disant tenez, c'est de la représentation autiste, c'est la vraie vie, youhou. Donc voilà, donc il a créé un personnage de fiction et tant mieux pour lui. Son personnage est intéressant, je dis pas le contraire, mais du coup, pendant des années, ça a été, il a été vendu comme, enfin voilà, je sais pas si c'est les éditeurs, si c'est lui, si c'est les deux, si c'est tout le monde qui ont surfé sur la vague de on va faire de la représentation maintenant. Et du coup il a rien dit avant, après il a commencé à dire des choses vers 6 ou 7 ans après la publication, donc dans les années 2010, il a dit genre dans un blog post, dans un post de blog, il a dit au fait lol non, et après les gens se sont un peu déchaînés, dans le sens où ils se sont dit gars, qu'est-ce que t'as fait de ta vie quoi, et je suis pas forcément pas d'accord avec eux. Voilà. Et on a lu plein d'articles de personnes par exemple, d'un père qui était assez énervé contre ce livre en disant en fait tout le monde pense que tous les autistes Asperger sont capables de regarder un tas de cure-dents et de savoir qu'il y en a 30 ou ce genre de choses. C'est intéressant de savoir le contexte des œuvres. Et du coup, ça gâche un peu ce que je pourrais en avoir pensé si j'avais aimé vraiment. Ça l'aurait gâché de toute façon de savoir que en fait il n'y a pas eu de recherche derrière et que c'est un peu fait bizarrement. On n'a plus que 3 livres à présenter, c'est déjà bien parce que ça fait 33 minutes que je parle. Tunnel of Bones de Victoria Schwab, agréablement surprise, 2e tome de la saga Cassidy Blake. Le premier étant City of Ghosts et c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir 12-13 ans. Ses parents sont des chasseurs de fantômes, ils font une série sur les villes les plus hantées pendant l'été. Et donc elle voyage avec eux et le premier tome se passe à Édimbourg et le second tome se passe à Paris. Et bien sûr, ce serait pas drôle sinon elle peut voir les fantômes, mais pas ses parents. Mais elle peut les voir, elle a son meilleur ami, dont je ne me souviens déjà plus de son nom, qui est un fantôme. J'ai carrément préféré ce tome 2. J'en ai parlé dans mon vlog du week-end à 1000 raté, donc pareil, je vais pas non plus m'étaler énormément dessus. Mais j'ai préféré ce tome 2, honnêtement, alors que je préfère la ville d'Édimbourg à la ville de Paris. Mais j'ai trouvé que l'intrigue était mieux ficelée, je sais pas, je connaissais déjà les personnages, donc peut-être que j'étais plus attachée à eux. Et j'ai trouvé que c'est plus haletant, plus noir en fait. L'intrigue était plus sombre. On est allé dans les catacombes de Paris quand même pour ce bouquin, donc voilà, c'était juste trop cool. Les descriptions étaient bonnes, il y avait je pense un bon travail de recherche. C'était ambiance Halloween. Je vous montre ma tasse quand même parce que c'est aussi ambiance Halloween. On est le 1er novembre. C'était ambiance Halloween, c'était ambiance fantôme et j'étais gravement dans un mood de fantômes et d'Halloween et ce genre de choses. Donc j'étais trop contente. J'ai lu le petit extrait de Call Down the Hawk qui est la nouvelle saga de Maggie Stiefvater qui a écrit The Raven Cycle. Mais du coup ça sort le 5 novembre et je l'avais eu à la BookCon et voilà il est dédicacé et tout donc j'étais contente. Et je l'ai lu juste avant qu'il sorte, enfin 2 semaines avant qu'il sorte pour pas avoir trop envie d'avoir la suite et pouvoir me contenir intérieurement et j'ai bien aimé. Du coup on va suivre les 3 frères Lynch cette fois, Matthew, Ronan et Declan. Et c'est après The Raven Cycle, donc vous allez être gravement spoilé si vous le lisez sans The Raven Cycle. Mais vous pouvez le faire quand même. Mais vous allez être spoilé, je pense, de quelques éléments, notamment de qui survit, qui ensemble, ce genre de choses. C'est quand même assez important dans The Raven Cycle. Et voilà, donc les 8 premiers chapitres, c'était 67 pages. Et c'était cool, c'était bien cool. J'ai envie de lire la suite. Je pense que je suis pas à fond comme pour The Raven Cycle. Je pense pas que ça va devenir... genre au même point, mais c'était quand même bien sympathique. Et le dernier que j'ai à vous présenter, oh my god, on est enfin à la fin des 12 livres et demi que j'avais à vous présenter, c'était très long.
On a Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 1, de Lemony Snicket, du coup, The Bad Beginning. Je sais plus comment c'est en français, un commencement désastreux, un mauvais commencement, le mauvais commencement. Je ne me souviens pas, désolée. Je les ai lus quand j'avais une dizaine d'années, autour de mes 10 ans, et j'adorais cette série. Et donc j'ai eu hyper peur en la revisitant parce que j'étais là genre, mais si je la déteste maintenant, ça va gâcher mon enfance. Lire La Petite Maison dans la Prairie ou ce genre de choses, ça gâche pas mon enfance parce que je m'en fous. Mais alors, j'avais pas envie que ça gâche mon enfance, tu vois. Et j'ai adoré, j'ai juste trop aimé en fait. J'aime tellement le ton satirique, j'aime les personnages, j'aime bien le fait qu'on sache pas vraiment dans quelle époque on est, avec Edgar Allan Poe qui est là, je suis là genre what the hell. Puis le fait que ce soit les orphelins Baudelaire, j'étais en mode hein. Voilà, j'étais un peu perdue au niveau de la timeline, mais moi je m'en fiche complètement. Et alors on a vraiment des gens chelous et on a de l'abus d'enfants mais de malades et sans aucun souci. Et moi j'ai de plus en plus de mal, on va dire, à lire quand même ce genre de choses. Mais en fait au bout d'un moment c'est tellement énorme que ça passe carrément. C'est tellement too much en fait dans l'abus qu'on est là genre... Ouais, bah oui, hein, ça passe. Du coup c'est l'histoire de Violette, Klaus et Sunny, leurs parents viennent de mourir et du coup ils deviennent les orphelins Baudelaire. Et ils sont envoyés chez le comte Olaf et... Cet homme est très vicieux et horrible et ce genre de choses. Et personne n'aimerait l'avoir comme oncle, tuteur, slash tout ce que vous voulez. Donc j'étais contente d'enfin lire un livre de littérature jeunesse que j'aimais pour ce mois-ci. Et on arrive lentement mais sûrement à la fin de toute la littérature jeunesse que j'avais à lire pour ce semestre, donc je suis contente. J'ai bien apprécié à peu près la moitié d'entre eux, hein, ou même les 2 tiers, donc c'était bien sympa d'avoir ce genre de lecture à faire pour les cours. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu au mois d'octobre, si vous avez lu certains de ces livres, si vous êtes d'accord, pas d'accord, toujours dans les limites du respect. Quelle a été votre meilleure lecture du mois d'octobre et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.